Agnès, le procès de Mathieu a eu lieu à huis clos à Riom. Déception des journalistes qui n'ont pas vraiment pu faire leur travail et aussi du père de la victime, vous l'entendrez. On réagira là-dessus évidemment. Sommet de l'élevage, gros succès encore cette année, gros succès de fréquentation notamment par les politiques qui viennent faire la bise. On verra s'ils ont été bien reçus. Éleveurs bovins en colère aussi. On reparlera de la viande et des difficultés des éleveurs en ce moment. Enfin, dernier sujet, la fusion des régions, ça évolue tous les jours. Les maires et les départements ruraux se réveillent et s'inquiètent. Ce sera également l'un des sujets qu'on abordera. Et évidemment, on parlera du loup, le loup qui arrive en Auvergne. Tout ça, c'est dans un instant générique. Voilà, et en attendant l'arrivée du loup, je propose d'accueillir Juliette Micheneau, qui est la voix que vous connaissez sans doute, la voix matinale de France Bleu Pays d'Auvergne. Bienvenue Juliette, et désormais un visage grâce à cette émission, on est bien content. Bienvenue. Bonjour à tous. Bon retour dans cette émission. En face de vous, Renaud Saint-André, que j'ai plaisir à rencontrer, puisqu'on ne se connaissait pas jusque-là. Vous êtes le rédacteur en chef adjoint de l'Union du Cantal, vous serez le Cantalou de service, et vous connaissez bien les problèmes des éleveurs, etc. On en reparlera dans un instant. Bonjour. En face de vous, bonjour, en face de vous, monsieur Jean-Yves Vif, le rédacteur en chef de La Montagne. Bienvenue Jean-Yves, qui s'intéresse évidemment, il n'a pas le choix, à tous les sujets. Donc il pourra revenir sur à peu près tout ce qu'on va... Peut-être même la météo, je crois que vous avez même un avis là-dessus. Bonjour. Dans un instant, avec plaisir, bonjour. Et puis j'ai invité Philippe Marmy, notre journaliste maison qui connaît bien les éleveurs, entre autres, mais qui s'intéresse aussi au loup, on va le voir tout de suite. Et au Cantal. C'est par là qu'on va commencer, et au Cantal, donc c'est parfait. Alors le loup est arrivé en Auvergne, enfin on le suppose, on va en parler dans un instant. Tout a commencé au milieu du mois avec un éleveur en Haute-Loire qui a découvert que son troupeau avait été attaqué. Rétrospective tout de suite. Vivante, mais affaiblie. 10 jours après l'attaque, ces brebis en portent toujours les traces. Aurélien Tessier n'a pas voulu les faire euthanasier, trop douloureux. 5 autres bêtes sont mortes et ce n'est pas l'indemnisation proposée qui compensera les pertes. Ah, la perte est énorme. Ah oui, comparé à ce qu'on va peut-être me donner pour me compenser les 5 qui sont mortes, la perte est conséquente. Je sais pas, on va me donner à peu près un quart de ce que j'aurais perdu économiquement. Cette attaque par un ou plusieurs loups est le premier cas avéré dans le département. Puisque la préfecture ne leur a pas ouvert le portail, les éleveurs l'ont forcé. Leur but, faire entrer quelques brebis dans la cour pour les mettre à l'abri du loup, au moins symboliquement. Soutenus par des éleveurs venus d'autres régions et par plusieurs élus, les manifestants sont venus avec un message clair. Ils veulent pouvoir abattre le loup. Ils offrent même une récompense de 1 000 € à quiconque tuerait l'animal. C'est incompatible d'élever des brebis et de pouvoir avoir des loups qui circulent dans nos troupeaux. Donc du coup, nous, c'est la seule solution, c'est d'abattre. Mais abattre le loup sans autorisation, c'est un délit. L'espèce est protégée et c'est ce que la préfecture a indiqué à la délégation qui a été reçue. Avant d'envisager de tuer le loup, l'État veut d'abord essayer la prévention. Moi, je demande d'ores et déjà au lieutenant de louveterie de pratiquer des tirs d'effarouchement sur les communes qui sont le plus directement menacées au regard de ce que nous savons aujourd'hui. Quand je parle des tirs d'effarouchement, il ne s'agit pas simplement de tirer en l'air pour faire peur au loup. Il s'agit aussi de tirs qui vont impacter le loup, mais pas de manière létale, donc avec des munitions particulières. Donc on l'a compris, beaucoup d'émotions. D'ailleurs, Jean-Yves, je crois que ça suscite pas mal de courriers à la montagne. C'est un sujet qui passionne, l'arrivée du loup. Il y a un affect là-dedans, ça rappelle des choses, ça rappelle l'enfance. Absolument. Là, nous sommes en train de battre tous les records de réception de courriers par écrit, de courriers de la part des internautes. Alors, il y a 3 catégories, je dirais. Il y a les défenseurs du loup, la communauté un peu connue, identifiée, écologiste, environnementaliste, qui est favorable, qui demande la protection. Il y a les opposants, les agriculteurs, on l'a vu en partie dans le sujet. Et puis, plus important et très intéressant, il y a toute une communauté d'anonymes, de citoyens urbains, de citoyens dont on ne connaît pas forcément les origines, qui se passionnent pour ce sujet, qui a son avis, pour, contre, qui se passionne. C'est un véritable fantasme, c'est la peur du loup. Et nous sommes, nous, obligés de réécrire que finalement, le loup en Haute-Loire, c'est pas une surprise. Il était à 20 km dans l'Ardèche. Et toutes les études faites par les spécialistes que nous interrogeons depuis quelques semaines montrent que cette avancée est logique. Il y a eu des hurlements qui identifient le loup en Margeride. On sait qu'au col de Cessa l'an dernier, un loup a été identifié. Donc voilà.
ça n'est pas la surprise, mais c'est l'émotion. Est-ce qu'on a raison de s'inquiéter, Philippe? Parce qu'il n'y a pas de loups, enfin, il y en a très peu. On sait qu'il n'y a pas de meute, par exemple. Ou alors on se trompe complètement. Non, mais je crois qu'il faut juger le problème assez posément. Je crois que les loups venant d'Italie, c'était 1992. On sait qu'il a progressé dans les zones de montagne. Curieusement, là où il y a aussi de la déprise foncière, on peut, je crois, pas parler de meute. D'ailleurs, beaucoup de spécialistes s'interrogent quant aux attaques de loups entre le chien errant et le loup. Donc, comme dit Jean-Yves, on est pour le moment dans le fantasme. On n'est pas dans le raisonnement. Je ne suis pas sûr qu'on doive s'inquiéter véritablement des grosses attaques de loups sur des troupeaux entiers. Les auditeurs de France Bleu, ils s'inquiètent de l'arrivée du loup en ville. Là aussi, le débat, c'est vrai que nous, on a des lignes ouvertes régulièrement sur ce sujet-là où les auditeurs peuvent intervenir. Voilà, c'est très passionné, c'est très peu rationnel aussi comme réaction. Et je suis assez d'accord avec Philippe pour dire que voilà, on a eu la preuve d'ailleurs avec ce cas-là dans la même semaine. On a eu une attaque de loup a priori avérée par l'Office national de la chasse et en même temps une attaque qui a été attribuée à des chiens errants. Donc c'est toujours difficile de faire la part des choses. On sait qu'il y a eu quand même des attaques avérées en Lozère, en Ardèche. Évidemment, le loup ne connaît pas les frontières des départements et ça ne l'empêche pas d'aller en Haute-Loire, mais on sait qu'a priori il y a eu quand même très peu d'incursions dans le territoire auvergnat, très peu d'attaques, et de là à se dire qu'il faut vraiment avoir plus que ce que prévoit le plan loup de l'État avec ces tirs d'effarouchement. A priori, il y a des subventions aussi pour que les éleveurs s'équipent. Tout le monde est d'accord pour dire que s'ils s'installent, il va falloir qu'on vive avec. D'ailleurs, on a rencontré comme vous à la montagne, vous vous posiez la question il y a quelques jours, est-ce qu'il va falloir s'habituer à revivre avec le loup? On a rencontré ce spécialiste qui s'appelle Sylvain Maquis, qui est spécialiste des loups, dans son parc là-bas, en Lozère, et qui dit il aurait fallu déjà anticiper ça. Écoutez-le, vous allez voir ce qu'il raconte. Il s'agit souvent de sujets en dispersion, parce qu'on n'a pas encore noté la formation de meutes, du moins sur cet axe de colonisation, mais cela peut arriver à un moment ou à un autre, c'est évident. Ici, on le voit en Lozère, quand vous avez 20, 30 ou 40 brebis à droite ou à gauche, il n'est pas évident de mettre en place ces moyens aussi lourds. Mais il est évident que si on veut qu'il puisse y avoir une cohabitation avec une espèce protégée comme le loup, il faut arriver à pouvoir aider les éleveurs pour qu'ils puissent protéger leurs troupeaux. Voilà, donc il est compréhensible. Au passage, ces loups sont magnifiques, on a envie de les caresser, on ne sait plus trop quoi penser. Là, on voit qu'il y a moyen de cohabiter ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Renaud ? Moi, je pense qu'on a simplement perdu l'habitude de vivre avec le loup, parce que c'est un phénomène ancestral, je dirais. Dans le Cantal, pour prendre l'exemple que je connais le mieux, il est revenu de façon tout à fait sûre depuis 1997, donc c'est pas récent non plus. Il faut savoir que le département en 2008 a été classé comme zone d'habitat permanent. Je pense que ça a été levé depuis. Il n'en demeure pas moins que, effectivement, régulièrement et encore récemment, il y a eu effectivement attaque de loups. Cela dit, les agriculteurs n'ont plus les habitudes peut-être d'autrefois en termes de gardiennage. Je pense notamment aux chiens, le patou dont on sait qu'il est particulièrement efficace. Les agriculteurs disent, si j'ai bien compris, avant on laissait les anciens se débarrasser du loup. Pourquoi nous on devrait cohabiter avec lui? Je me trompe, Philippe, c'est ça? Oui, mais ça c'était... Il faut les comprendre aussi. C'est beaucoup d'émotions quand on découvre son troupeau détruit. Ça c'était avant. Faut, je crois, regarder aujourd'hui. Lorsque on parle de perte d'habitude de vivre avec le loup, regardons en Italie ce qui se passe. Regardons en Asturie au nord de l'Espagne. Regardons en Allemagne. Les troupeaux sont gardés. Donc, lorsque Juliette évoquait le phénomène des subventions, peut-être faudrait-il réorienter aussi les subventions pour aider les éleveurs à mettre en place des gardiennages, des bergers, du personnel. C'est ce qui se passe en Italie et on n'entend pas une actualité terrifiante dans ces pays, alors que le loup y est depuis très longtemps. Non ? En ce qui concerne les indemnités, il faut savoir aussi que sur les troupeaux ovins, on compte jusqu'à 10% de pertes, mais liées non pas au loup, mais aux maladies, à de mauvaises naissances, des choses comme ça. Ce sont des animaux qui sont impropres à la consommation et qui ne sont pas indemnisés. En ce qui concerne les attaques de loups et de lynx également dans certains départements proches, on est à 0,09%.
et là, en revanche, c'est indemnisé. Donc voilà, je crois qu'il faut rationaliser un petit peu tout ça, relativiser en ce qui concerne les dégâts du loup sur les troupeaux ovins. Peut-être pas trop s'inquiéter. Il n'y a pas eu de reproduction, à notre connaissance, de loups pour l'instant, à part dans les Vosges, c'est-à-dire en Lorraine. Oui, on ne parle pas de meute. Après, c'est vrai que c'est difficile. On peut comprendre les éleveurs qui ont l'impression d'avoir une sorte de régression, parce qu'ils disent, voilà, oui, c'est vrai que nos grands-pères n'ont pas eu, ont pu se débarrasser du loup, et nous, on a un sentiment de revenir en arrière parce qu'on doit faire avec. Mais bon, on n'est pas quand même sur un danger quotidien. Enfin, pas cette impression-là, en tout cas. Pour conclure, Philippe. Non, mais d'autant qu'à l'avenir, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y aura des loups dans le Livradois, dans le Forez. Jamais en ville, on est d'accord. Il faut rebondir sur ce que disait Jean-Yves, jamais en ville. Ça fait l'objet d'une chanson connue, les loups. Pour l'instant, il n'y a que Jean-Yves qui a vu le loup en ville. On conclura là-dessus. Alors, le loup arrive en Auvergne, mais j'ai un scoop pour vous. Bientôt, il ne sera plus en Auvergne, il sera dans une autre région qui s'appelle, je ne sais pas comment, Rhône-Alpes-Auvergne, enfin, quelque chose comme ça. C'est le deuxième sujet qu'on doit aborder, la réforme des régions, qui progresse de jour en jour, puisque le Sénat vient encore là très récemment de voter une carte différente de ce que souhaite le gouvernement, c'est-à-dire 15 régions. Revenons un petit peu en arrière, essayons de s'y retrouver rétrospective. Il n'était qu'une trentaine de maires ruraux à avoir fait le déplacement jusqu'à Moulins pour faire part de leurs inquiétudes. Certains élus s'attendaient à une mobilisation plus importante. Car pour les maires ruraux, l'enjeu est de taille. La disparition des départements pourrait avoir de lourdes conséquences sur le fonctionnement de leur commune. Que la région, effectivement, avec des compétences très claires, puisse s'organiser territorialement d'une manière différente, ne nous choque pas. Mais ça n'a de sens que si le Conseil général est maintenu pour garder ce rôle de proximité et permettre le lien entre la commune, l'intercommunalité étant qu'un outil de coopération. En ce moment où on réfléchit beaucoup à la réforme territoriale, nous prenons une autre voie que celle du tout métropolisation et nous travaillons plutôt pour mettre en avant la complémentarité entre les territoires métropolitains et les territoires ruraux. Donc nous sommes encore dans une opération de lobbying aussi, de rapport de force que nous voulons créer pour que la voie de la ruralité moderne, de celle qui peut répondre au désir de campagne de nombreux Français, puisse être prise en compte dans les réflexions qui sont celles aujourd'hui portées par le gouvernement. Les élections départementales seraient-elles maintenues en mars 2015, ce qui laisserait 5 années pour faire évoluer, voire supprimer les conseils généraux en 2020. De son côté, le sénateur Mézard est revenu sur les craintes des élus des territoires ruraux d'être mal représentés, voire oubliés. Comment voulez-vous que ces territoires soient entendus dans de grandes régions ? Alors que pour certains, ils n'auront que 2 conseillers régionaux sur 150 ou 208. C'est en tout cas un traitement injuste pour certains territoires, comme celui que je représente. Nous allons vivre non une fusion, mes chers collègues, mais une annexion, d'autant plus insupportable que la voix de nos 2 représentants sera étouffée, au mépris de notre histoire, de la géographie, de la proximité. Voilà, des mots forts, une annexion, on va venir tout de suite au Cantal, et beaucoup de sujets réunis dans cette fusion dont on parle en ce moment tous les jours. On a fait enquête de région là-dessus il y a quelques jours. On va parler des communes, surtout qui sont inquiètes dans les zones rurales. D'abord le Cantal, les départements qui se réveillent et qui se disent finalement on va disparaître, ou en tout cas on va être un peu oublié. On a vu Jacques Mézard très inquiet. Dans le Cantal, il y a cette tension ? Alors dans le Cantal, effectivement, il y a une tension et elle est perceptible sur l'ensemble des élus. Peut-être moins du côté d'Alain Calmette, député fidèle à la majorité gouvernementale. Hollande, donc, oui, voilà. En ce qui concerne le sujet, moi j'y vois trois chapitres qui sont différents. Il y a d'une part celui du département, donc attachement à ce qui serait une assemblée départementale ou un nouveau conseil général. On va dire que les avis sont relativement divisés. En ce qui concerne la fusion des régions, alors là, en revanche, on est unanime pour dire qu'en l'état, tel que les textes la soumettent, on ne peut pas, c'est tout simplement inacceptable, parce que le département n'aurait par exemple que 2 délégués sur un nombre incalculable d'élus à la grande région. Et puis le troisième chapitre, c'est la communauté de communes.
est plus forte. Donc là, on va dire que je sens plutôt les élus, on va dire, résignés. Et déjà, des premiers projets commencent à apparaître dans le sud Cantal. Le reproche, il y en a un de vous qui a un téléphone portable qu'il faudra couper, c'est ça qu'on entend, et on va s'en occuper. Le reproche qui est fait à cette réforme, c'est son côté flou, Jean-Yves. On ne sait pas où on va. Par exemple, sur le Cantal, on ne sait pas ce que va devenir le Conseil général. C'est pas très clair. Oui, alors, côté flou, il faut savoir que dans les rédactions, quand François Hollande a annoncé son redécoupage, nous avons reçu un texte à 21h qui portait des croix. Voilà. On ne savait pas s'il y avait 12, 13, 14, 15 régions. Signe que les derniers arbitrages n'étaient pas terminés, mais signe que la mesure, la décision n'avait pas fait l'objet d'une large concertation. Quand les opposants disent la carte a été faite sur un coin de table, vous l'avez concrètement vécu. Concrètement, nous l'avons vécu. Nous avons eu un appel de l'Élysée à 19h30. Nous avons eu un premier texte à 21h avec des croix. En revanche, ce qui s'est passé ces derniers jours, pour faire le lien avec la position des départements du Cantal et de l'Allier que l'on a vu dans les deux sujets, je pense que les départements, sous différentes pressions, on a vu notamment celle du PRG, c'est pas un hasard si Jacques Mézard est monté au créneau, permettent de sauver 50 à 55 départements ruraux. On ne connaît encore pas précisément la taille, mais on sait... Le Sénat propose qu'ils aient au moins 5 représentants. Voilà, au moins 5 représentants. Et on sait que, par exemple, qu'en Auvergne, le Cantal, la Haute-Loire et l'Allier feront partie de ces départements ruraux, tous ces départements qui seront hors métropole. C'est déjà, en quelque sorte, par rapport au principe de la réforme, un retour en arrière et une victoire des départementalistes. Lesquels départementalistes ne sont pas forcément les ringards tels qu'on les croque à Paris. On voit que, par exemple, les nouvelles ruralités que porte le département de l'Allier avec celui de la Creuse, du Cher et de la Nièvre, c'est une ruralité moderne. C'est pas juste pour défendre son petit précaré, son petit département. Ça a vraiment un sens pour vous? C'est-à-dire ce serait dommage de perdre, par exemple, le Cantal, de perdre le Puy-de-Dôme. Il y a des réalités de territoire. Est-ce que le conseil départemental qui va succéder au conseil général doit avoir les mêmes attributions ? Bien évidemment non, il faut régler tout ça, il faut arrêter cet enchevêtrement de compétences, tout le monde qui fait tout. Il y a une nécessité. Est-ce qu'on n'a pas fait le truc à l'envers, Juliette? On aurait peut-être dû commencer par les compétences avant de faire une carte. C'est sûr que ça aurait été plus logique, mais en tout cas, oui, je suis d'accord, tout ça fait du sens, puisqu'il y a quand même des enjeux dans certains départements, en effet, Allier, Cantal, des enjeux de ruralité qui ne peuvent pas être traités dans un centre de décision, notamment à Lyon, puisque ce sera la nouvelle capitale de région, a priori. C'est parti pour, oui. C'est très compliqué, quoi. Et je suis d'accord, en effet, sur le fait qu'au niveau des intercommunalités, les élus ont déjà pris leur parti. Moi, je veux, par exemple, rien que dans ma communauté de communes, a priori, la loi va fixer à 20 000 habitants la nouvelle jauge pour les intercommunalités. On a déjà pris son parti de s'allier avec des communes proches, parce qu'en effet, il y a déjà des communautés de communes qui sont trop faibles en termes de population, et donc on se dit déjà qu'il va falloir s'allier. Cette histoire de droit d'option, le public n'est pas forcément au courant, mais c'est très flou, encore une fois, dans cette réforme. Certains départements auraient le droit, si la région voisine est d'accord, de changer de région. Vous êtes d'accord pour que le Cantal aille dans le sud? Si la région de départ est d'accord, si la région d'accueil est d'accord avec une règle des 3/5, mais effectivement, ça reste flou. Ça semble proposé par le Sénat. On imagine assez mal, par quelques cas très particuliers, qu'il y ait une modification de la carte administrative des régions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et le Cantal qui nous quitte pour la région sud, ce serait réaliste? Je vous vois sourire tous les deux, les défenseurs du Cantal. Perdre le Cantal en Auvergne? En partie réaliste, à mon avis, pour le sud Cantal, puisque déjà toute une partie du Cantal est tournée vers Toulouse, que ce soit en matière économique ou en ce qui concerne les étudiants. On sait très bien que beaucoup vont vers le sud et non pas vers Clermont-Ferrand et de surcroît vers Lyon. On conclut là-dessus. On y reviendra de toute façon, cette réforme. Oui, je crois que sur la fusion des régions, on peut dire que, à l'exception peut-être pas très loin de chez nous de Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne et Rhône-Alpes se sont retrouvés, sans doute pour des raisons politiques, mais se sont retrouvés très rapidement. Il y avait certes une unité politique entre les deux exécutifs, mais on travaille déjà ensemble. On prépare déjà ensemble cette grande région. Et ça, je crois que c'est important. C'est vrai. On enchaîne avec ce procès de l'affaire Agnès, procès en appel à Riom, qui s'est déroulé finalement sans publicité des débats, comme on dit, ce qu'on a appris lors du premier jour. C'était avec Gérard Rivoli. Regardez.
Face à la prison à l'arrière du palais de justice, les 2 petites salles de presse sont désormais quasi désertes. Seuls les quotidiens régionaux maintiennent sur place leurs journalistes. On est loin de la bousculade médiatique de l'an dernier au Puy. Lors du verdict, la réclusion criminelle à perpétuité. Les derniers reporters présents doivent s'armer de patience pour espérer glaner quelques échos au bénéfice des suspensions d'audience. On attend que les avocats sortent, nous fassent des déclarations, sachant qu'on est quand même tenu par un cadre légal assez strict, du fait que c'est une cour d'appel d'assises des mineurs, on n'a pas le droit de retranscrire ce qui se dit à l'intérieur des murs, derrière la porte. Le cœur de notre métier, c'est quand même d'assister au procès, relater ce que l'on a vu, ce que l'on a entendu. Il s'avère là qu'on doit se référer à ce que l'on nous rapporte du procès. Il faut faire le pied de grue devant la porte et puis écouter et prendre les éléments qu'on nous donne pour argent comptant. C'est manifestement pas satisfaisant pour un journaliste. Lors du premier procès, plusieurs levées partielles du huis clos avaient permis à la presse de constater d'elle-même l'enchaînement terrible ayant conduit à la mort d'Agnès. Une expertise psychiatrique trop favorable, une libération de détention provisoire trop rapide, un suivi socio-judiciaire insuffisant, un établissement scolaire mal adapté pour une deuxième chance. Cette fois, il n'en sera rien, la salle d'audience restera fermée jusqu'au bout, comme le permet la loi en matière de jugement des mineurs. Alors, on ne va pas refaire le procès, mais je voudrais un avis de journaliste sur notre travail. Pour faire court, ça intéresse aussi des gens qui s'intéressent à la justice. Est-ce que le huis clos, c'est pas nous empêcher de bosser ? On l'a un peu ressenti dans le sujet de Gérard. Oui, c'est ce qui est très bien on a dit vu que France Bleu avait titré sur son site internet que c'était regrettable. Quoi. Bien sûr, c'est compliqué parce qu'en effet, c'est ce qui est dit dans le sujet. On est obligé de se fier à l'avocat de la famille Marin. Donc, c'est forcément un avis qui est connoté. Quoi. Déjà, voilà, la famille elle-même a été très déçue de ce huis clos puisqu'elle a l'impression que c'est la justice qui voulait camoufler ses erreurs. Parce que c'est vrai qu'on a bien vu qu'il y avait eu des gros soucis dans le suivi psychologique, psychiatrique de Mathieu. Donc voilà, pour les journalistes, c'est évidemment compliqué. Il y avait assez peu de communication aussi de la part des avocate de Mathieu. C'est juste compliqué pour les journalistes ou c'est une entrave au bon déroulement de la justice ? Tous les deux, là, vous en pensez quoi, Jean-Yves, Juliette ? Bien sûr, le principe de la justice, c'est qu'elle est contradictoire et qu'elle est publique. Ouais. Et une justice qui n'est pas publique et qui fait appel à cette relation par intermédiaire pose un problème. Et le huis clos est dangereux pour les journalistes, mais il est surtout dangereux pour les citoyens. C'était justement un type de procès où nous avions des experts, nous avions une succession de spécialistes, d'experts que nous aurions eu besoin dont nous aurions besoin de rapporter les propos en temps réel pour éclairer. C'est trop compliqué de réduire un tel procès à quelques grands messages et à quelques moments de communication en fin de journée. Nous avions besoin de donner du sens. C'est un procès où, quelle que soit l'horreur des faits, nous ne pouvons pas faire simple. Et ce que vous dites n'est pas un caprice de journaliste, puisque le père d'Agnès lui-même a été très ému de cette décision. Écoutez-le. Ce qui s'est passé dépasse totalement l'imaginable et je suis vraiment désespéré de me dire que ma fille est absente et parce qu'elle est absente, parce qu'elle a été assassinée dans des conditions abominables, en plus elle a tort. En plus on n'a pas le droit de faire savoir ce qui s'est passé et quels sont les éléments, la succession d'événements qui sont liés, comme vous le savez, à la justice et à l'éducation nationale, qui ont amené à cette abomination. Est-ce que c'est pas, pour conclure là-dessus, Jean-Yves et Juliette, aussi une façon d'éviter trop d'émotions dans la presse On peut aussi comprendre ça. Non, mais il y en a de toute façon autour d'un sujet comme ça. Enfin, rien que l'affaire qui a été relatée, voilà, on en a reparlé aussi au moment des anniversaires, etc. Ça touche de toute façon. Il y a de l'émotion autour d'un procès comme ça. Et je suis d'accord qu'il y a un vrai besoin de pédagogie et d'expliquer, d'autant que la peine est très lourde. Voilà, perpétuité pour des faits commis à 17 ans. Voilà, on a d'autant plus besoin d'expliquer, quoi. L'émotion, elle y est forcément par les faits. La preuve, nous, ça n'a pas changé nos méthodes de travail. Nous avions 6 journalistes présents, nous avions nos journalistes Internet, nous avions nos spécialistes, nous avions tout en marche nos projets de rédaction du futur pour utiliser tous les outils modernes pour informer le citoyen. Et c'est... Décision regrettable. C'est regrettable. Pour vous deux. Très bien. On enchaîne le dernier sujet avant de passer au flash. Ce sera le sommet de l'élevage. Rien à voir. Hein. Sommet qui a bien marché, qui s'est déroulé en tout début de mois. Et alors, je voulais vous montrer ça. C'est un clin d'œil que nous a préparé Alexis Cretin pour cette émission. C'est la valse des politiques. Vous allez voir, ils adorent ça. Regardez. Il y a une très bonne saucisse bio. Ça, c'est l'Union sacrée.
c'est mieux passé pour le ministre pour Marine Le Pen par exemple que pour le ministre Le Foll. Alors c'est une tribune formidable, Philippe, c'est ce sommet de l'élevage qui vous tient tant à cœur. C'est l'endroit où il faut être, c'est un peu comme le salon de l'agriculture à Paris. Ah oui, mais cette fois-ci c'était plus surprenant encore que d'habitude, en particulier avec la visite de Marine Le Pen. Parce qu'il y a cette proximité avec le politique, on le touche, on l'embrasse, et finalement, il n'y a plus de message ni politique, ni agricole, ni syndical. On est là aussi dans l'émotionnel, dans l'émotion la plus complète, quoi. Par exemple, on a Marine Le Pen qui se promène et qui dit « Moi, je suis pour transformer la PAC en politique agricole française. » Et tout le monde est hilar et personne ne réagit. C'est vrai que je l'ai constaté dans les... tout le monde applaudit. Voilà, c'est comme un défilé de mode, en quelque sorte. Ce qui, à mon sens, a aussi un côté un petit peu inquiétant, quoi. La vitrine ne suffit pas. Il faut aussi donner du sens, apporter des éléments... Et ne pas se limiter aux promesses sans lendemain. Qu'est-ce qui fait ce succès de ce sommet selon vous? Puisque quand on va à Paris voir des vaches, je le comprends, c'est souvent d'ailleurs des Parisiens qui vont voir les animaux, mais quand on va à Clermont-Ferrand, on a l'habitude quand même des aubracs. On sait que l'agriculture c'est politique, mais ce sommet l'a été particulièrement. Marine Le Pen, comme vient de le dire Philippe, applaudit Monsieur Le Foll sifflé. On sait qu'une partie des agriculteurs penche plutôt à droite, mais là, c'était pas la droite, c'était Marine Le Pen. Également, on voit avec le défilé de candidats, M. Wauquiez, M. Barnier, M. Kéran, M. Souchon et beaucoup d'autres, que finalement, ça a été le vrai lancement de campagne de la future grande région Rhône-Alpes-Auvergne. D'ailleurs, on a été rassurés, a priori, le salon resterait... Le sommet resterait à Lyon. Et qu'a fait le président Souchon avec à Clermont, lapsus. J'ai dit à Lyon, vous voyez. Et pourquoi je ne suis pas rassuré du tout. Qu'a fait le président Souchon avec l'appui de Jean-Jacques Kéran? C'est qu'il a annoncé qu'il allait procéder à une extension, qu'il avait les financements pour procéder à une extension de la Grande Halle, que le sommet resterait. Ce sont des décisions qui sont assez fortes. Alors après, on est dans le domaine agricole, et comme vient de le dire Philippe, on est forcément dans l'émotionnel. On le voit pour le salon de l'agriculture. Ce sommet est une très belle organisation, est une des plus grandes organisations internationales ou européennes pour le moins, qui continue de se développer parce qu'elle correspond à une filière professionnelle, mais même plus que ça, à des pratiques d'une région telle que la nôtre. Et le sommet est véritablement inscrit dans les gènes de cette région. Une minute pour finir, Renaud, là-dessus, un petit mot, mais on va y revenir sur la viande tout à l'heure. Alors, simplement pour dire, par rapport au parallèle qui était fait avec le Salon international de l'agriculture de Paris, en ce qui concerne Clermont-Cournon, il s'agit d'un salon professionnel. Donc on ne vient a priori pas en famille, hormis lorsque l'on est très proche du milieu agricole. Au point d'ailleurs que la journée du samedi avait été supprimée pour conserver, on va dire, ce caractère très professionnel. Donc les politiques viennent vraiment draguer, pour le dire comme ça, les professionnels de l'agriculture. C'est absolument ça. Bon, on va terminer là pour l'instant parce que ça va être l'heure du flash, mais j'ai un sujet à vous soumettre dans un instant juste après le flash qui va vous passionner, c'est la météo. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a eu de la grêle en août et là on vient de battre des records de chaleur en octobre, notamment sur les week-ends. Je sais que vous avez fait des barbecues, donc vous allez nous expliquer tout ça dans un instant. On y reviendra juste après le flash qui va vous être présenté dans un instant avec toute l'actualité du jour. Donc vous restez avec nous, on se retrouve juste après si vous le voulez bien, avec notamment comme sujet la météo et puis vos coups de cœur, les actualités que vous voulez mettre en avant, souligner, nous signaler, et avec quelques surprises du côté de la montagne, et on reviendra aussi sur des articles de l'Union du Cantal. A tout de suite, bon appétit. Mes chers enfants, je vous lègue mon bien le plus précieux, mon bon sens. Pour mes obsèques, allez chez Rock Éclair. Vous y trouverez les produits funéraires, les services et l'accompagnement au prix juste. Entre nous, l'argent est bien plus utile aux vivants. Rock Éclair, parce que la vie est déjà assez